repris pour cette présentation. Ces 3 livres ont été écrits par un journaliste allemand, journaliste qui n'était absolument pas chrétien, qui était un essayiste. Et, comme vous pouvez le lire, dans ces 3 ouvrages, nous allons retrouver des personnages, un journaliste américain, un technicien allemand, une jeune française médecin et un poète suédois. Donc c'est un ouvrage de fiction et qui vont décider d'interviewer le prince de ce monde, le diable en personne. Et celui-ci, donc le diable, est maintenant homme d'affaires et il dirige le ministère de l'extermination. Quel est son programme? Empoisonnement de l'air, pollution, gaspillage des eaux, dégénérescence de l'homme par l'alimentation dénaturée, le bruit, la radioactivité, les images. 1958, nous sommes loin après, et pourtant ces 3 livres d'anticipation nous montrent que nous sommes bien au-delà de ce qui a été écrit dans ces années-là. Et voici quelques extraits de ce livre où, en introduction, ces personnages posent la question, mais par rapport à tout ce qui est en train de se mettre en place, et à savoir où allons-nous, il faudrait pouvoir interroger Dieu. Le technicien eut un hoquet ironique et la regarda. « Oui, dit Sten, lentement en s'adressant à Françoise, vous avez raison, il faudrait pouvoir interroger Dieu. Mais est-il encore en quelque lieu quelqu'un pour parler son langage? Ou si nous l'interrogeons, il nous répondra dans 1000 ans. Nous ne pouvons plus attendre aussi longtemps. Peut-être serait-ce notre rôle, dit la jeune fille, d'écouter les réponses qu'il apporte aux questions posées par l'homme il y a 1000 ans passés. Bon, mais qui de nos jours comprend encore son langage? Interrogeons le diable, ricana Bob. Quelle railleure tu fais? Mais je parle sérieusement, le diable est proche, lui. Il est parmi nous. J'entretiens même d'excellentes relations avec lui. Je propose que nous rendions visite au diable et que nous l'interviewons tout simplement. Voilà un petit peu ce qui décrit ce qui va, suivre dans ces 3 ouvrages. Comment le diable va décrire ce qu'il met en place pour détruire l'humanité et détourner l'homme de Dieu, même si l'auteur n'est pas croyant. Et on a ici de nombreuses applications qui ont de quoi nous interpeller. On continue. J'ai édifié une immense organisation, c'est le diable qui parle, une immense organisation de destruction. Et croyez-moi, cette organisation fonctionne parfaitement. Nous avons investi l'être humain. Nous l'avons pris dans des tenailles d'où il ne pourra plus échapper. Les idéalistes de votre espèce seront écrasés ou mis hors d'état de nuire. Vouliez-vous dire quelque chose? Je vois, vous ne me croyez pas. Écoutez-moi bien. J'ai imprégné tous les domaines de la vie humaine de mes principes, dans tous les services, les administrations, ministères, sociétés, associations, quelle que soit la fonction qu'ils remplissent. J'ai placé mes agents, mes délégués, mes collaborateurs et mes hommes de confiance. J'empoisonne méthodiquement tout ce dont l'homme a besoin pour son existence. L'air respirable et l'eau, l'alimentation humaine et le sol qu'il a produit. J'empoisonne les animaux, les plantes, les campagnes, toute la nature sans laquelle l'être humain ne peut vivre. Voici ce que j'ai fait et que je continue de faire. Je fais passer cette misère criante pour de la prospérité et les hommes ne remarquent pas qu'ils sont bernés. J'empoisonne les nobles âmes, je répands la haine, j'enrichis les gredins et j'appauvris les âmes nobles. Je plante l'orgueil et la prétention dans le cœur humain, si bien qu'il méconnaît le monde et lui-même. Je les frappe de sottise et d'aveuglement, de telle sorte qu'ils ne puissent plus trouver la vérité. Je leur ai inculqué l'envie et je les corromps par le confort ou par la perspective du confort. Je suis parvenu, grâce à tous les moyens de propagande dont je dispose, à créer un état d'esprit visant à la destruction de toutes les valeurs qui concourent au maintien de la vie. La mise en œuvre de vos prétendues forces du bien n'aurait aucun sens devant le front uni de la destruction que j'ai instauré contre l'humanité. Ceci parce que j'ai un allié invincible, la nature. Vous connaissez l'histoire des hommes qui mangèrent la pomme et furent chassés, etc. Et justement, revenons là encore où tout a démarré. Parce que
entre ces deux arbres, l'arbre de la vie et l'arbre de la connaissance du bien et du mal, nous voyons les fruits qui ont amené la désobéissance, l'impureté, la compétition, l'égoïsme, jalousie, hypocrisie, orgueil, etc., etc. Tous ces fruits, nous en voyons aujourd'hui, nous voyons à l'œuvre combien ces fruits ont pu détruire notre monde. Et dans Genèse 3,6, au travers de ce texte, la femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue. Se pourrait-il que nous aussi nous soyons devant le même cas de figure, que finalement ce qui peut paraître à nos sens bon à manger, mais qui nous amène à la destruction, nous l'ayons déjà pris, nous l'ayons déjà consommé, et que l'ennemi soit allé beaucoup plus loin qu'on n'imagine. Dans Éphésiens chapitre 6, verset 11, nous pouvons lire ce conseil de l'apôtre Paul de nous revêtir de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir quoi? Tenir ferme contre les ruses du diable. Pourquoi c'est important? Parce que justement dans Genèse 3,11, nous lisons que Satan va utiliser quoi? Le serpent qui était le plus rusé des animaux. Satan n'a pas pris n'importe quel animal. Il a pris celui qui était le plus rusé parce que Satan ne fonctionne que par la ruse et par la tromperie. Nous voyons d'ailleurs dans Nombre 25, alors que le peuple d'Israël doit rentrer dans la Canaan, que traite les Madianites en ennemis, tuez-les. Pourquoi? Parce qu'au travers de Balaam et par rapport au roi Balak, ils se sont montrés vos ennemis en vous séduisant par quoi? Par leur ruse. C'est la ruse qui a permis à ces femmes de rentrer dans le camp et d'amener ce que nous voyons au chapitre 25, au premier verset. Nous voyons dans l'Apocalypse, chapitre 13 et verset 2, que le dragon, et on nous dit quelques versets après que le dragon, c'est Satan, va donner à la bête, la première bête, sa puissance, son trône et une grande autorité. Mais dans ces trois attributs, il y a le trône, le pouvoir. Pourquoi c'est important? Parce que cette bête qui est décrite dans Apocalypse 13, la première bête, nous la retrouvons dans Daniel chapitre 7 et chapitre 8. Et cette bête, on nous dit quoi? À cause de sa prospérité et du succès de ses ruses, il aura de l'arrogance dans le cœur, il fera périr beaucoup d'hommes qui vivaient paisiblement et il s'élèvera contre le chef des chefs. Donc nous connaissons cela. Nous voyons comment cette petite corne a usurpé le pouvoir de Dieu, a changé les temps et la loi, parce que précisément, elle a utilisé quoi? La ruse, ou les ruses. Alors, lorsque nous traversons l'histoire, nous voyons qu'à un moment donné, alors que la ville de Troie était assiégée pendant 10 ans, les armées ennemies se sont rendues compte que la ville était imprenable. Et qu'ont-ils utilisé? Quel est le stratagème qu'ils ont utilisé? La ruse. Ils ont laissé devant cette ville imprenable un cheval que les Troyens ont vu comme un cadeau des dieux, voyant que les armées ennemies étaient parties, il n'y avait plus personne. Mais dans ce cheval se trouvait l'élite, les meilleurs soldats cachés à l'intérieur, et la nuit venue, alors que le cheval est rentré dans la ville, ils sont descendus de ce cheval, ouvert les portes, et pendant la nuit, les navires revenus ont pris la ville et ont pu obtenir la victoire. Se pourrait-il que nous assistions et que nous ayons également que l'ennemi se serve de chevaux de Troie et que l'ennemi soit déjà dans la place? Ça serait le comble. C'est ce qu'on va voir. Et c'est exactement ce qui s'est passé suite à la guerre 14-18, où vous pouvez voir ici la fameuse ligne Maginot, où les Français se sont dit « Ok, là on ne va pas recommencer s'il y a une autre guerre, on ne veut pas perdre la face et on veut anticiper et mettre en place la ligne Maginot, c'est-à-dire sur tout le front, du Luxembourg à l'Allemagne, mettre en place de quoi faire face si l'armée allemande allait de nouveau envahir la France. Sauf qu'ils ont oublié que l'armée allemande a feinté d'attaquer sur le front Est et est arrivée par la Belgique et a envahi la France. Se pourrait-il que ce soit exactement ce que nous ayons dans nos vies? Que nous attendions l'ennemi frontalement et que l'ennemi soit passé par derrière, par un autre front et qu'il soit déjà dans la maison, dans la place et qu'il ait déjà quasiment tout vidé et qu'on attende encore. Matthieu 13, 25, qu'est-ce que nous dit Matthieu 13, 25? Pendant que les gens dormaient, son ennemi vint, sema de l'ivraie parmi le blé et s'en alla.
C'est exactement le cheval de Troie. Foyer chrétien 314. Satan sait fort bien ce qu'il y a dans le cœur humain. Pour l'avoir étudié durant des milliers d'années, avec un acharnement diabolique, il connaît les points vulnérables de chaque individu. Donc Satan a sculpté précisément, a étudié en précision tout le corps humain. Il sait que s'il ne peut pas rentrer par le lobe frontal et rentrer à l'intérieur du cerveau, il sait que si ce chemin-là n'est pas possible, ne vous inquiétez pas. Il y a d'autres chemins d'accès. Vous avez ici les poumons, et puis on enlève les poumons, et puis vous avez des organes vitaux, le cœur qui est ici, le foie, etc. Donc, il a le choix de rentrer par un biais ou par un autre. Et peu importe le biais qu'il va utiliser, il a tellement bien étudié le corps humain qu'il sait exactement comment fonctionne notre cœur et qu'en appuyant sur un point, ça va avoir tel effet et ça va avoir la capacité de nous détourner ou de ne pas avoir la possibilité de nous préparer comme le Seigneur veut que nous nous préparons. Il est donc très important d'étudier vraiment dans le détail et surtout pour les enfants comment fonctionne le corps humain. Parce qu'une fois qu'on a compris comment fonctionne le corps humain, on va se dire mais non, je ne peux plus laisser rentrer n'importe quoi. Mon corps n'est plus une poubelle. Et donc je sais que si je fais rentrer tel élément, cela va avoir telle et telle action. Se pourrait-il que les fruits d'aujourd'hui aient changé d'apparence, mais aient toujours le même attrait? Le fruit était bon, beau, agréable à la vue. Se pourrait-il que ces fruits aujourd'hui, les nouveaux fruits d'aujourd'hui, ce soit par exemple le sucre? Parce que quand on voit les dégâts, écoutez bien. Pourquoi le sucre est aussi addictif que la cocaïne? Parce que le nombre d'individus qui développent une addiction au sucre est comparable à celui des drogues. C'est environ 10% pour le sucre et 15 à 20% pour la cocaïne, par exemple. Mais en revanche, avec le sucre, cette proportion peut augmenter à 20-25% chez les personnes obèses, et notamment chez les personnes qui souffrent d'obésité très sévère. Le sucre a ceci de commun également avec les drogues qu'il va activer le même circuit de la récompense dans le cerveau, les neurones à dopamine. C'est que lorsque ces neurones sont activés, ils nous donnent envie de renouveler l'expérience de plaisir, donc liée à la consommation de sucre ou à la consommation de drogue. Mais le sucre va activer ce circuit doublement, d'une manière tout d'abord immédiate, par le goût sucré, en une fraction de seconde. Dès que vous avez le goût sucré en bouche, vous avez une activation des neurones dopaminergiques, et également de manière différée, lorsque vous consommez du sucre, ce sucre va être digéré, ce qui va se traduire par une augmentation de glucose dans le sang. Ce glucose va monter au cerveau et va activer le circuit de la récompense, ce qui va vous donner envie de reconsommer du sucre. Avec les drogues, on a ce phénomène de manque qui survient lorsque les personnes arrêtent ou cherchent à s'abstenir de consommer la drogue. Avec le sucre, on a le même phénomène, il est moins intense, mais les symptômes psychologiques sont tout à fait similaires. Anxiété, irritabilité, perte de plaisir, perte de motivation. On a également en fait des désirs impérieux de reconsommer la substance, ici le sucre, et qui peuvent pousser la personne à reconsommer le sucre malgré son intention de limiter, voire d'arrêter sa consommation. C'est d'ailleurs pour ça qu'on parle de perte de contrôle sur la consommation de sucre. Avec le sucre, comme avec les autres drogues, il y a un effet dose, c'est-à-dire que le plaisir généré par le sucre finit par diminuer avec la répétition de la consommation, ce qui pousse les personnes à augmenter leur consommation au cours du temps. On parle d'escalade de la consommation de sucre, qui peut devenir excessive et éventuellement nocive pour la santé. On a une addiction qui est assez proche de celle de drogue dure, donc c'est quand même pas n'importe quoi. Et on voit que le manque crée quoi? L'anxiété, l'énervement, l'irritabilité. Or, aujourd'hui, il nous faut garder,
je dirais, la maîtrise de toutes nos facultés, y compris celle-ci. Et le manque de sucre met réellement en état de stress, d'anxiété. Donc, vous voyez, un premier élément, un élément qui aujourd'hui peut figurer dans toutes les cuisines et qui a des effets totalement dévastateurs sur notre santé, donc sur la connexion que nous pouvons avoir avec Dieu. Vous avez cet article d'Atlantico qui est quand même fort. Comment le sucre est en train de détruire le monde? C'est pas rien. On a réellement un produit qui est un produit de destruction massif. C'est énorme. Et qui est consommé par le monde entier. Le diabète de type 2 aujourd'hui est en train d'exploser au niveau mondial. C'est une réelle pandémie. Et vous voyez que le sucre va toucher les mêmes zones d'addiction que la cocaïne. Autre article, les sodas altèrent la mémoire des enfants. Or, vous avez une baisse de QI qui est dramatique aujourd'hui parmi les enfants, qui a plusieurs raisons, mais l'une des raisons, c'est un apport massif en sucre. La consommation de soda et boissons sucrées chez les enfants pourrait avoir de lourdes conséquences sur leur mémoire. Je continue. Boissons sucrées et soda allégés augmentent le risque d'AVC et de maladies d'Alzheimer. On n'est pas sur des petites maladies, on est sur des maladies très très lourdes, des maladies invalidantes et des maladies neurodégénératives. On est en train d'attaquer le cerveau même. On est réellement en train de détruire la capacité que nous avons à prendre des décisions. Et je vous renvoie sur un simple exemple. Si ce midi, vous avez terminé par quelque chose de sucré, si vous arrivez à vous concentrer, c'est un miracle. Parce que quand vous terminez un repas par du sucre, tout le repas se transforme en sucre. Donc votre capacité de concentration est réduite à pas grand-chose. Ça, c'est aussi quelque chose qu'il nous faut prendre en compte pour revoir la manière dont nous ingérons les aliments. Si vous voulez prendre quelque chose de sucré, sans sucre, mais avec des fruits ou autres, prenez-le en tout début de repas. Ne terminez jamais un repas par quelque chose de sucré. Après, sinon, il n'y a plus personne. Et on nous dit même que les boissons aux édulcorants seraient en réalité encore plus dangereuses que les boissons au sucre classique. Et on arrive vers quoi? Vers ce que l'on appelle aujourd'hui, qui n'est pas encore très connu en France, mais on commence à prendre conscience de cela. On a le diabète de type 1, de type 2, maintenant nous avons le diabète de type 3. Et c'est un diabète qui est causé par tout simplement cet excès de sucre qui amène à Alzheimer. Le diabète de type 3, c'est l'explosion d'Alzheimer à cause de cette surconsommation de sucre. Et les études montrent que les personnes atteintes de diabète de type 2 ont 50% de risque supplémentaire de développer une maladie d'Alzheimer par rapport aux non-diabétiques. C'est énorme. Children are getting disease that we've never seen before. There are two diseases that we never before saw in children: type 2 diabetes and fatty liver disease. Prior to 1980, these two diseases were the diseases of alcoholics. Today, we have 30% of children who manifest some form of non-alcoholic fatty liver disease. And type 2 diabetes is now approaching the same incidence as type 1 diabetes in children. Sugar and alcohol are metabolized virtually identically in the liver. And it makes sense that that would be the case because, after all, where do you get alcohol from? Fermentation of sugar. It's called wine. So the big difference between these two molecules is that for alcohol, the yeast does the first step of metabolism. For sugar, we do our own first step of metabolism. But after that, the liver doesn't care where it came from. And when you overload the liver with either one, you get the same diseases. So we are seeing the diseases of alcohol ravage the entire population of the United States without alcohol. The food industry grosses $1.4 trillion a year, of which 45% is gross profit. That's $657 billion in gross profit. The closest industry to that is Big Pharma at 18%. We, on the other hand, spend $3.2 trillion a year in healthcare, of which 75% is chronic disease, of which 75% of that is potentially preventable if we could go back to 1970 rates.
So if you do the math on that, that is $1.8 trillion a year going down a rat hole. We spend triple what the food industry makes cleaning up their mess. This is unsustainable. And it's the reason that both Medicare and Social Security are going broke. Voilà un petit peu. Si ça vous intéresse d'aller plus loin, vous avez ce spécialiste mondial de l'addiction au sucre qui s'appelle Robert Lustig, qui a écrit un ouvrage qui vient d'être traduit en français. Autre élément que nous pourrions prendre eh bien, sur cet arbre de la connaissance du bien et du mal, eh bien, le café. Juste quelques éléments. Le café a un rôle terrible sur eh bien, la capacité d'endormissement. Quand vous prenez un café, il va agir pendant au minimum 6 heures. Vous avez donc pendant 6 heures, vous avez encore 50% de la caféine qui est présente dans le corps. Et on dit qu'une tasse de café, c'est 1 heure de sommeil en moins. Et les effets secondaires sont terribles. Ça va de la diminution de 30% de la capacité du lobe frontal. Le lobe frontal, c'est la partie du cerveau qui nous aide à prendre des décisions, à aller de l'avant. C'est-à-dire que vous perdez 30% de votre capacité à aller de l'avant, ce qui est tout simplement énorme. Mais non seulement cela, le café va avoir des effets terribles au niveau de la muqueuse digestive puisqu'il va acidifier le terrain, il va empêcher la fixation de neurotransmetteurs dont la sérotonine qui est un neurotransmetteur très très important, il va amener eh bien, des effets type diarrhée, des problèmes urinaires, des problèmes gastriques, des problèmes musculaires, des problèmes au niveau de l'hyperglycémie, des problèmes au niveau du système nerveux central, au niveau de la vision, au niveau de l'équilibre, au niveau de la bouche, au niveau de la peau, au niveau du cœur et la respiration. C'est très 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 cher payé pour juste un petit coup de jus, c'est le cas de le dire, pour quelques heures. Les effets sont mais terribles. Et quand vous voyez la concentration de caféine, non seulement dans le café, mais dans le thé infusé, dans les boissons au coca, les boissons à l'orange. Alors vous avez ici caféine et sucre, pardon, boissons énergisantes. Et puis ici, vous avez les taux de sucre qui sont tout simplement énormes. 24 grammes de sucre, je ne sais pas si ça vous viendrait à l'idée de prendre 10 sucres d'un coup et de les avaler comme ça. Je ne pense pas. Et pourtant, c'est ce que vous faites lorsque vous prenez une canette de coca. Vous avez l'équivalent de 24 grammes de sucre. C'est énorme. Donc, on voit que l'effet cocktail, l'effet combiné est terrible. Alors, un autre élément, surtout en France où on aime bien le fromage, mais se pourrait-il que le fromage ait des effets similaires à la caféine ou similaires au sucre? Regardez bien, c'est un documentaire qui est assez récent qui est sorti. Cheese averages 60 to 70% fat. The animal foods that we eat tend to be highly concentrated versions of things that we have a natural attraction to. That's why a piece of chocolate cake is more addictive than an apple, because the amount of sugar and fat that's in that cake is so concentrated, so intense, you get a much bigger dopamine release in your brain, which is the reward hormone, than you would from eating the apple itself. So, you know, cheese averages 60 to 70% fat. When you take, 2 gallons of milk and concentrate it down to a pound of cheese, you got all of those morphine-like reward compounds concentrated in that cheese. And yeah, when people eat it, they're like, this is awesome. It's a perversion of what nature intended, and it's making people eat this artery clogging, disease-causing stuff. When an adult human ingests something that starts to make our cells want to try and grow, our cells really can't grow. But what they can do is become tumors. And some of those tumors can end up being cancerous. And that's one of the reasons that you see that dairy foods are associated with cancer growth. The other thing is that dairy is associated with exacerbation of asthma and sinusitis, and it's also associated with autoimmune diseases. Why? What is an autoimmune disease? It's a disease where the immune system becomes so overactive that it starts to attack a person's own body. And again, you shouldn't be ingesting something that's
stimulating your already mature immune system. So that's why I say if you understand what milk is supposed to do, you understand why you shouldn't be drinking it. Because it's trying to make your body do things that it doesn't need to do or it shouldn't be doing. And if you do that over a lifetime, it will likely result in serious disease. Voilà. Une autre étude également, Sciences et Vie, la viande et le fromage sont-ils aussi néfastes que le tabac? Eh bien, on a des effets, mais qui sont terribles par rapport non seulement aux produits laitiers, mais par rapport au fromage. Donc, c'est important de comprendre ce que va faire un aliment, parce que sinon, on va le consommer toute notre vie sans se rendre compte que finalement, on va se récupérer un cancer, une maladie cardiaque, un diabète ou que sais-je encore. Et on voit le taux de cancer qui explose aujourd'hui littéralement au niveau mondial. Donc, les produits laitiers et également, trop de produits laitiers, ça c'était dans le journal Le Parisien, trop de produits laitiers nuit à la santé. Et vous avez ici un expert français qui remet en cause les bienfaits naturels du lait. Et selon lui, à haute dose, sa consommation peut avoir l'effet inverse de celui escompté, notamment dans la fixation du calcium, ce qui pourrait favoriser l'ostéoporose. Là, un autre article, le lait mis en cause une nouvelle fois sur le cancer de la prostate. Il n'y a pas de mystère. L'explosion du cancer de la prostate et cancer du sein, avec les produits laitiers, vous avez aujourd'hui tous les éléments. Une étude menée à Harvard, la très célèbre université, a pointé une augmentation de 30 à 70% des risques de cancer de la prostate chez les gros buveurs de lait, c'est-à-dire 3 verres par jour, ce qui pour certains n'est pas grand-chose. Selon l'étude, les hormones de croissance qu'il contient seraient à l'origine de ce phénomène. Boire du lait ne protège absolument pas des fractures, comme on a voulu nous le faire croire, au contraire. Ça fait exploser les risques d'ostéoporose. Alors après, on pourrait mettre beaucoup de choses sur cet arbre. Beaucoup de choses sur cet arbre qui vont faire qu'on se retrouve dans la même situation qu'Ève. On pense que ces éléments-là, ces produits totalement transformés que l'on ne trouve absolument pas à l'état tel quel dans la nature, vont être bons pour notre santé. Que ce soit les chocolats, les biscuits, les boissons sucrées, on voit aujourd'hui des teneurs en sucre qui sont énormes. Et notamment, c'est là où il y a un marché florissant, dans tout ce qui est céréales de petit déjeuner. Vous avez aujourd'hui des marques, et regardez bien sur la tranche des paquets, des taux de sucre, mais qui sont tout simplement énormes. Alors, j'ai rajouté juste ça parce que, au-delà des Pringles, avec plusieurs sites qui montrent l'effet cancérigène de ce produit-là, mais pas seulement de ce produit-là, de tout ce qui concerne les produits donc qui vont être cuits à haute température et qui vont dégager une substance qui s'appelle l'acrylamide, qui est un produit chimique cancérigène et potentiellement neurotoxique. Il est créé quand des aliments riches en glucides, donc en gras, sont cuisinés à de très hautes températures, qu'ils soient cuisinés frits, rôtis ou toastés. Les pires formes, donc ça veut dire qu'il y en a d'autres, incluent les chips et les frites, mais beaucoup d'aliments cuits à des températures supérieures à 100 degrés peuvent contenir de l'acrylamide. Voilà, chips, frites, biscuits également qui contiennent cette substance. Devons-nous arrêter de manger des chips, des frites et des biscuits? C'est ce que suggère une étude suédoise qui a détecté des fortes doses d'une substance cancérigène, ce produit-là donc dans des produits. Et ce qui est en cause, c'est le mode de cuisson. Voilà, donc vous avez dans les produits dérivés de la pomme de terre, donc le pain, certains pains, quand vous faites cuire le pain à trop de température, il peut dégager cette substance-là. Dans les biscuits, dans les céréales de petit déjeuner, vous avez ici, vous pourrez lire à tête reposée l'article, vous avez ici certaines données, voilà. Donc, ce qui est très intéressant lorsque l'on se replace dans le contexte du Jardin d'Éden, Ève pensa que le discours du serpent était très sage et que l'interdiction de Dieu était injuste. Se pourrait-il que nous pensions et que nous soyons en train de répéter exactement la même pensée d'Ève en disant non, mais ce que Dieu nous a dit de mettre de côté, finalement, non, mais pas pour nous. Nous, tout va bien pour l'instant, on est jeunes, il n'y a pas de souci.
Et 10, 15 ans, 20 ans après, vous allez vous rendre compte que finalement, ces conseils n'étaient peut-être pas si inutiles que cela. Et le drame, c'est que nous nous remettions finalement dans les mêmes conditions qu'Ève. Ces substances-là, on peut les consommer, il n'y a pas de souci. Alors que nous avons reçu tous les conseils nécessaires pour savoir quoi mettre dans notre alimentation. Donc nous pouvons répéter exactement la même situation que ce qui s'est passé dans le jardin d'Éden et prendre comme cela les fruits qui amènent forcément une conséquence au niveau de notre santé. Et quelle est l'ultime étape? L'ultime étape, c'est que nous ne soyons plus dans la capacité de concentration. Nous ne soyons plus dans la capacité de discerner le bien du mal. Nous ne soyons plus dans la capacité de nous reconnecter tout simplement avec Dieu. Parce que l'ennemi est rentré par la porte de derrière et a fait tous ses dégâts dans notre corps humain. Ce qui fait que nous n'arrivons plus à nous concentrer. C'est le gros problème des jeunes aujourd'hui. Quand vous voyez la génération actuelle n'arrive plus à se concentrer. Et donc, plus de capacité d'étudier la Bible ou quoi que ce soit. Et de prendre les bonnes décisions. Parce que notre corps humain a complètement été noyauté et pris d'assaut par des chevaux de Troie que nous venons de nommer. Et il y en a beaucoup d'autres. C'est juste quelques exemples. Pendant que les gens dormaient, un ennemi est venu et a semé l'ivraie parmi le blé et s'en est allé. C'est ce que nous avons vu ce matin. Nous avons vu que Satan a jeté de telles semences, des semences de mort, et que c'est lui, en faisant l'application de ce verset de Matthieu 13, 27 et 28, l'application va se faire avec le texte suivant. C'est lui, Satan, qui a semé toute herbe nocive par des méthodes ingénieuses de croisement et d'hybridation. Il a corrompu la terre avec son ivraie. Et là vous touchez l'intégrité même du vivant en donnant à manger à la population mondiale des aliments qui sont des aliments dévitalisés, qui sont des aliments contre nature parce que Dieu ne les a pas créés ainsi. Et à force de manipulation, on se retrouve à manger une nourriture qui est le fruit de recherche, qui est le fruit de croisement génétique et qui est totalement, qui n'est pas en adéquation avec le plan que Dieu voulait à l'origine. Et c'est vrai que Satan, après 6000 ans, sait parfaitement où appuyer, comment manipuler l'être humain, comment fonctionne le corps humain. Et il sait que telle cause va amener tel effet. Et nous pouvons nous retrouver à faire nos courses avec des aliments qui sont uniquement des aliments industrialisés, dans lesquels il n'y a plus grand-chose. Et ce qui fait que nous sommes épuisés, nous avons un sentiment de fatigue chronique, comme je vous l'ai dit, des problèmes de concentration, parce qu'on mange une nourriture qui n'est pas adaptée au corps humain, qui est une nourriture totalement trafiquée. Et c'est ça le problème. Vous pouvez avoir des étalages magnifiques avec des produits non bio remplis de pesticides, remplis de substances neurotoxiques. Vous aviez par exemple l'exemple, et jusqu'à présent chaque année ça défraie la chronique, avec les fameuses fraises non bio qui sont contaminées avec des taux de pesticides qui sont effrayants, y compris des produits interdits qui sont toujours utilisés, notamment sur les fraises espagnoles. Donc le drame, c'est cela, c'est que nous puissions nous approvisionner sur un étalage qui est finalement un étalage qui ne va pas nous nourrir et qui va nous détruire. La pomme d'aujourd'hui contient 100 fois moins de vitamines que la pomme de 1950. C'est le triste constat donné par des études croisées. En un demi-siècle, nos fruits et légumes ont perdu leur concentration en nutriments. Alors, en 50 ans, quels aliments se sont également appauvris? Eh bien, à part la pomme, l'orange a également perdu de ses vitamines. Une orange de 1950 équivaut à 21 oranges d'aujourd'hui. Même constat pour la viande qui perd la moitié de ses apports en fer en un demi-siècle. Le brocoli a 4 fois moins de calcium. Au total, sur 25 végétaux étudiés par les chercheurs, 80% ont vu leur teneur en calcium et fer décliner. Alors, quelles sont les raisons de ces pertes nutritionnelles? Alors, les facteurs sont multiples. Des sols plus pauvres, des végétaux cueillis trop tôt, des traitements pour la conservation plus fréquents, mais aussi une croissance plus rapide, boostée par des engrais. Problème, plus les rendements liés à la production augmentent, plus la concentration de nutriments diminue. Nous vous conseillons donc de privilégier les aliments mûrs, éviter ceux issus de la production de masse et se tourner vers des variétés oubliées. 21 oranges. Pour avoir une orange, il y a quelques décennies,
C'est pour ça qu'on ne peut pas consommer tout bio, mais dans les produits bio, souvent on a des variétés anciennes. On n'a pas, même si ça devient aujourd'hui monnaie courante, mais en règle générale, on a des variétés qui sont encore riches en substances. Les légumes racines, ne prenez pas des légumes racines qui ne sont pas bio, c'est là, les carottes, les agriculteurs utilisent des carottes pour nettoyer un champ. Donc la carotte nettoie le champ de toutes les cochonneries. Donc une carotte non bio, c'est un poison littéral, quoi. C'est terrible. Donc on voit que, eh bien, par le biais de ces croisements, on a totalement appauvri la nourriture en nutriments, et ce qui permet, eh bien, d'avoir des chevaux de Troie puissance 10 pour complètement détruire le corps par tous ces biais-là, y compris ce qui fait partie de l'intégrité même de l'être humain, l'ADN et ses gènes. Ça fait partie de notre intégrité. S'il y a quelque chose, et lorsqu'on parlait d'identité, s'il y a quelque chose que nous devons protéger par-dessus tout, c'est notre ADN, c'est nos gènes, parce que c'est là nous allons transmettre un héritage très important à nos enfants. Eh bien, les progrès de la science ont mis en lumière cette incroyable sensibilité du fœtus à tous ces événements vécus par la mère. C'est en étudiant nos gènes, hérités de nos parents au moment de la procréation, qu'ils ont fait ces découvertes. C'est la combinaison de ces gènes qui fait de chacun d'entre nous un être unique. Réunis dans l'ADN, présent dans chacune des cellules de notre corps, nous imaginions cette combinaison immuable. Eh bien non. Depuis 10 ans, des recherches sur le génome humain ont débouché sur de nouvelles connaissances qui constituent des avancées majeures. Si on pense que le génome humain ne contient finalement que, si on peut dire, 20 000 gènes, et que c'est à peu près la moitié du génome du riz, on comprend que le génome ne fait pas tout, n'est pas tout dans ce que devient un être humain. Voilà l'une des découvertes essentielles. Nos gènes sont sensibles à toutes sortes d'événements, qu'ils soient d'ordre physiologique ou émotionnel, et ceci dès la vie intra-utérine. Les scientifiques parlent de l'influence de l'environnement dans l'activation ou non de nos gènes. C'est cette interaction qui va orienter le développement du fœtus, lui donner une trajectoire de vie unique. Cette relation entre le gène et son environnement s'appelle l'épigénétique. On est conscient que l'environnement conditionne notre avenir. Mais le point le plus important, c'est qu'au plus précocement notre environnement est favorable ou défavorable, au plus il aura un impact tardivement. L'environnement, c'est au sens très large. Il y a tout ce que le bébé, le fœtus, va recevoir comme signaux extérieurs, en fait. Cet environnement comprend de la nutrition, mais également le stress éventuel, l'exposition à des contaminants, des facteurs toxiques. Et tous ces facteurs vont avoir une importance particulière durant cette période de développement. aujourd'hui, donc, eh bien, il y a capacité à changer nos gènes, notre ADN, dans les deux sens. Vous avez ici une étude, pas une étude, mais une analyse qui a été faite suite eh bien, au don à une greffe de moelle osseuse. Donc quelqu'un a été greffé donc au niveau de la moelle osseuse et le sperme du receveur ne contenait plus que l'ADN du donneur. Vous imaginez? On transmet comme ça des cellules et qu'est-ce que ça amène? L'ADN a été changé. C'est énorme. Si vous voulez lire l'article, après une greffe de moelle osseuse, son sperme ne contient que l'ADN du donneur. C'est dramatique. On a changé, on a touché à l'intégrité même de la personne. Et ce n'est pas fini. Les études ont permis de mettre en évidence que l'alimentation, le rythme de vie, la qualité de notre microbiote intestinal, on va en parler dans un instant, les produits de fabrication industrielle, les perturbateurs endocriniens, les produits pharmaceutico-chimiques, la gestion inadaptée des émotions, les pensées négatives, les pollutions relationnelles, le manque de sommeil, la non-pratique d'activité physique, l'ingestion d'alcool, les substances addictives, incluant les additifs alimentaires, et les autres manquements à nos besoins physiologiques, pour n'énumérer que cela, eh bien, provoquent des effets négatifs sur nos gènes. Bien sûr, ce n'est pas exhaustif. Vous avez ici ce schéma qui nous montre que nos émotions vont agir directement sur notre ADN. Ça va très loin.
ce n'est pas une petite affaire. Nos émotions vont impacter tout simplement notre ADN. La nourriture fast-food agit sur nos gènes et sur les cellules immunitaires. C'est une étude qui a été faite en 2018. Trop de nourriture industrielle induit des changements sur le système immunitaire et génétique, avec des effets durables qui sont difficiles à inverser. Donc, on voit très clairement comment cela impacte notre santé, parce que le but de l'ennemi, c'est de trouver des chevaux de Troie afin de rentrer dans le corps, parce qu'il sait qu'une fois qu'il est rentré dans le corps, c'est bon, il a gagné la bataille et nous sommes devenus des esclaves, avec l'incapacité de sortir de cette situation. Et le serpent dit, vous ne mourrez point. Et le problème, c'est ce que nous pensons. Nous pensons que nous continuons à nous alimenter avec ces aliments, et comme on ne meurt pas, on est toujours là, tout va bien. Sauf qu'à un moment donné, il faut passer au tiroir, il faut passer à la caisse. Et c'est là où on se rend compte que, si on avait pu faire les changements tout de suite, cela aurait pu avoir vraiment un autre changement. Alors, j'aime beaucoup les dominos. Oui. Ce qui est très intéressant, c'est que c'est vraiment quelque chose où il faut beaucoup de patience. Et vous voyez 25 heures pour réaliser cette structure extraordinaire. Cette structure qui va s'écrouler une fois que le premier domino va tomber. Et cette structure va s'écrouler. S'écrouler en quelques minutes, 25 heures de travail, pour qu'en quelques minutes tout soit détruit. Le problème, c'est que cette image m'est venue à l'esprit. Et je me suis dit, mais mince, se pourrait-il que nous pensions que finalement toute la structure soit en place, mais qu'à l'intérieur de notre corps, tout soit déjà écroulé, tout soit déjà complètement mis par terre, et que nous ne nous en rendions pas compte, et qu'il faille maintenant reconstruire toute cette structure extraordinaire. Parce que le drame, c'est ça, c'est qu'on pense que finalement tout est encore, tout fonctionne. Nous respirons, nous mangeons, nous avons encore la capacité de réfléchir un minimum, donc finalement tout va bien. Non, à l'intérieur, c'est l'anarchie. C'est l'anarchie. Et c'est exactement ce que veut faire l'ennemi. Le séducteur affirma qu'il serait comme des dieux doués d'une sagesse supérieure et accéderait à une existence plus élevée. C'est ce que nous pensons. Le progrès, le progrès, le progrès. Et avec ce qui a été dit tout à l'heure, avec le fromage et autres, il y a ce que l'on appelle l'effet dopamine, qui est ce qu'on appelle le système de récompense. Nous fonctionnons aujourd'hui systématiquement avec l'effet dopamine. Nous voulons le dernier téléphone high-tech, le dernier, etc., etc. Et à chaque fois que nous avons cela remplit, cela nous donne de la dopamine. C'est un pic comme pour le café. On peut peut-être pas prendre de café, mais on fonctionne exactement en mode café. C'est-à-dire ça monte, paf, ça redescend. Il nous faut autre chose pour de nouveau nous remplir de dopamine. Et ça, c'est un sujet que nous pourrions vraiment aborder en détail parce que c'est très très important. Et donc voilà, les deux semences. Semence du serpent et semence de Dieu. Et on voit les fruits à travers tout cela. Et ce qui est important, c'est maintenant, je vais m'arrêter un instant sur le fonctionnement du corps humain. Parce que quand on commence à rentrer dans le détail et à comprendre comment fonctionne le corps humain à minima, sans rentrer dans des études de médecine, mais juste avoir déjà les bases, et on pourrait avoir d'autres ateliers sur ce sujet si cela vous intéresse. Alors le corps humain en chiffres, en quelques mots, c'est 45 litres d'eau en moyenne, 700 millilitres de sueur produits par jour, 5 litres de sang, 206 os, 640 muscles, 340 articulations. Le cerveau fait en moyenne 1,4 kg. Il y a 100 milliards de neurones qui sont connectés par 100 trillions de synapses, 300 grammes pour le cœur, 100 800 battements par jour, 4 à 7 mètres pour l'intestin grêle, 9 mètres pour l'appareil digestif. Il y a 38 000 milliards de bactéries dans l'intestin qui pèsent 1 kg. 3 à 5 kg, c'est le poids de la peau. 35 milliards de cellules épidermiques, 100 000 follicules capillaires, donc c'est 100 cheveux qui chaque jour tombent. 1,6 kg pour le foie. 96 500 km de vaisseaux sanguins, donc quasiment 100 000 km de vaisseaux sanguins, 10 000 à 100 000 milliards de cellules, c'est énorme le nombre de cellules que nous avons,
23 000 respirations par jour, 60 millions de récepteurs sensoriels, 127 millions de cellules rétiniennes, 10 millions de couleurs différentes. Je ne sais pas si vous imaginez, mais c'est tout simplement extraordinaire. 5 millions de récepteurs olfactifs pour 1000 milliards d'odeurs. Ça, c'est juste quelques chiffres sur le corps humain. Et quand vous voyez ça, vous vous dites non, il n'y a pas de hasard, c'est impossible. Alors pourquoi je vous donne ces chiffres? Parce que le but de l'ennemi, c'est de rentrer par l'un de ces biais et d'amener la destruction, de nous voler notre identité. Il est temps que nous puissions reprendre le contrôle de notre identité. Pas par nous-mêmes, parce que nous en sommes incapables, mais de demander à Dieu de reprendre le contrôle de notre identité. Parce que, au travers du thème que nous abordons sur Daniel, Daniel connaissait son identité. Et s'il ne s'est pas corrompu, c'est parce qu'il connaissait les enjeux d'un changement dans son alimentation. Alors, le corps humain, plan d'attaque, il y a beaucoup de possibilités, j'en ai juste pris quelques-unes. Un simple changement dans notre horloge biologique. On arrive dans un instant. On a vu que le corps, c'est 70% d'eau. Eh bien, il suffit de changer l'eau du corps. C'est très simple. Je change l'eau du corps, je change le corps. C'est basique. Autre élément, 5 litres de sang, je change la constitution du sang, je change le corps. 100 milliards de neurones interconnectés. Je coupe les neurotransmissions, je fais que les bons neurotransmetteurs n'arrivent plus, notre cerveau ne fonctionne plus comme avant. 38 milliards de bactéries dans l'intestin, je change les bactéries. Et c'est aujourd'hui l'un des domaines les plus étudiés au niveau mondial, au niveau médical, c'est ce qu'on appelle le microbiote. Les émonctoires sur 5 émonctoires, qui sont chargés d'éliminer les bactéries, éliminer les toxines, je coupe tout cela, plus d'élimination. Les bactéries, les cochonneries s'encrassent à l'intérieur du corps. 10 000 à 100 milliards de cellules, je change les cellules, et on va voir dans un instant ce que ça donne, etc. La respiration, je change l'air, et donc forcément tout s'encrasse. 60 millions de récepteurs sensoriels, vous voyez, il y a de quoi faire. Les points d'attaque existent, et il y en a beaucoup. Alors, pourquoi l'horloge biologique elle est importante parce que c'est ce qui va réguler notre rythme. Et nous avons besoin, ce n'est pas facile, je le reconnais moi le premier, nous avons besoin d'avoir des rythmes réguliers. Si ce n'est pas le cas, toute notre horloge est complètement chamboulée. Par rapport au sommeil, par rapport à notre rythme en général, et cela a des conséquences sur quoi? Cela joue sur la pression artérielle, le rythme cardiaque, les reins, le foie. La plupart des organes fonctionnent sur une rythmicité réglée par l'horloge biologique. Notre corps a des rythmes. Cela montre, bref aparté, que nous ne sommes pas le fruit du hasard. Quand on voit la précision mathématique avec laquelle fonctionne notre corps, c'est tout simplement impossible. Donc, voici un petit peu le fonctionnement heure par heure de notre corps. Horloge centrale et les horloges qu'on appelle après les horloges périphériques qui vont réguler tout le corps. Vous pouvez regarder ça à tête reposée et là encore, un mauvais fonctionnement peut jouer sur l'ADN et sur les gènes. Donc, ce que va faire Satan, entre autres, c'est de comprendre déjà comment fonctionne le cerveau. Qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur? 22 neurotransmetteurs, ok, comment je vais perturber ces neurotransmetteurs? C'est très simple, très très simple. Donc, le but, ça va être d'amener un dysfonctionnement cérébral, problème d'attention, et le cœur il tombe. Donc, voilà, comment? Vous avez ici, c'est une des premières vidéos où on voit non pas en image de synthèse ce qui se passe dans le cerveau, mais en image réelle. C'est une caméra miniature. Et vous avez ici, très simplement, des habitudes. Donc, ce que va faire l'ennemi dans notre cerveau, c'est qu'il va créer des mauvaises habitudes. Et plus cela est important, vous voyez ici, là c'est une habitude qui est sacrément ancrée, plus cela va être difficile à enlever. Et on pourra voir comment enlever et changer tout cela. Parce qu'une mauvaise habitude peut devenir demain une bonne habitude. On change, on inverse, on déconnecte les connexions synaptiques et on reconnecte de nouvelles connexions synaptiques afin de créer de nouvelles habitudes qui, elles, sont saines. Donc, si ça marche dans un sens, ça marche aussi, heureusement, dans l'autre. Et on découvre maintenant la capacité, la neuroplasticité du cerveau avec une possibilité pour le cerveau de se remettre, mais incroyable.
Et on va voir dans quelques instants comment le corps est capable de se remettre. Mais encore faut-il lui laisser le temps pour cela. Notre corps, comme on l'a vu, est composé de 65%, 65-70%, ça dépend, 65% d'eau. Et donc, ce qui est très important, c'est que le but de l'eau dans le corps, c'est de transporter les sels minéraux et les oligo-éléments, d'éliminer les déchets du corps, de maintenir le corps à une température constante et de participer aux réactions chimiques du corps, neurones, digestion. Donc on voit que finalement, l'eau est un élément vital. Mais encore faut-il prendre une eau de qualité, une eau qui ne soit pas une eau morte. Et c'est ça tout le problème, c'est qu'aujourd'hui on est déconnecté avec une eau vivante, au propre comme au figuré. C'est terrible. 2 milliards de personnes boivent de l'eau contaminée aux matières fécales, selon l'OMS. Pourquoi? Parce que Satan sait que s'il arrive à changer l'eau, eh bien, le corps est complètement contaminé. 2 milliards de personnes, 7 milliards, 2 milliards qui boivent une eau de cette qualité-là. C'est terrible. Et même chez nous, il arrive fréquemment que sur des régions, eh bien, à un moment donné, un polluant contamine l'eau du robinet. Ça arrive régulièrement. Vous avez ici 2 exemples. Premier en Haute-Savoie et le deuxième donc à Beuvry. Donc, voilà, avec des bactéries, avec des contaminants, peu importe. Donc, il nous faut savoir quelle eau nous buvons. Satan, avec ses tentations, a induit l'homme à introduire dans l'organisme ce qui débilite le mécanisme humain, encrassant et détruisant le bel ouvrage de Dieu. Je trouve cette citation mais puissante, parce que c'est ça son but. Il veut encrasser, il veut détruire ce que Dieu a créé. Alors, je vous parlais des émonctoires il y a un instant. À quoi servent les émonctoires? Eh bien, précisément à ça, à éliminer l'ensemble des déchets. Donc le but, eh bien, serait tout simplement, au travers des poumons, au travers du foie, etc., de ces 5 émonctoires, d'amener ces organes à ne plus fonctionner. Ce qui fait que, ne fonctionnant plus, ces éléments-là, eh bien, sont dans l'incapacité d'exfiltrer les déchets. Et notre corps devient une poubelle ambulante. Et c'est ce qui se passe malheureusement eh bien, aujourd'hui et qui amène toutes ces maladies. Le rein, premier émonctoire, a un rôle très très important, d'où l'importance de boire suffisamment pour éliminer eh bien, les cochonneries, d'épurer le sang, de réguler l'équilibre en eau et sels minéraux dans le corps et jusqu'à filtrer jusqu'à 180 litres d'eau par jour. Donc vous voyez, c'est une centrale de nettoyage extraordinaire. Produit des protéines, etc. etc. Et il y a un chiffre, voilà, 1 million de ce qu'on appelle les glomérules agissent comme des filtres. Donc vous voyez, 1 million de petits filtres au niveau des reins. C'est une machine extraordinaire. Le foie, on dit que le foie a 800 fonctions, principalement métabolisme des graisses, des sucres et également neutralisation des métaux lourds. Le foie, c'est vraiment la centrale pour nettoyer également le corps et métaboliser correctement tout ce qui est lipides, tout ce qui est gras, tout ce qui est sucre, etc. Quand le foie ne fonctionne plus, à un moment donné, on peut développer un diabète ou d'autres maladies parce qu'on n'arrive plus à relancer le fonctionnement du foie ou du pancréas. Donc, aujourd'hui, il y a des méthodes pour, sur le diabète de type 2, d'arriver à quasiment 100% de réussite sur l'équilibrage glycémique du corps humain. Le foie, donc, on appelle ça la batterie géante et le super filtre détox. Parce que c'est exactement son rôle. Et comme je vous disais, voilà un petit peu son rôle. Il stocke une partie des nutriments, il les redistribue ensuite par le système sanguin pour nourrir les autres organes. Il nettoie le sang des microbes et des produits toxiques et la bile est stockée dans la vésicule biliaire avant d'être envoyée dans l'intestin grêle pour aider à la digestion. Donc le foie est réellement un élément crucial. Et on peut voir par exemple les ravages, pas seulement sur le foie, de l'alcool sur eh bien, le corps humain à tous les niveaux. Alors, troisième élément, eh bien, les poumons. Les poumons qui ont également un rôle très très important, notamment pour exfiltrer aussi tous les polluants. Et on voit que les particules ou les éléments polluants sur la santé vont toucher non seulement les poumons, mais le système cardiovasculaire, le système de reproduction, les muqueuses, les vaisseaux et le cerveau. Donc finalement, ce n'est pas seulement les poumons qui sont touchés par la pollution, c'est tout le corps entier. La peau également est un émonctoire et il peut arriver, par exemple, que lorsque certains émonctoires sont trop encrassés,
eh bien, peuvent apparaître des problèmes d'eczéma, des problèmes d'acné, parce qu'à un moment donné, il faut que les toxines sortent du corps. Et si elles sortent du corps, eh bien, ça peut être par la peau. C'est un émonctoire parmi d'autres, et c'est l'un des symptômes que notre corps est encrassé et qu'il a réellement besoin de nettoyage. Et là encore, on voit vraiment la précision avec laquelle la peau aujourd'hui est constituée. Et l'un des éléments très intéressants, eh bien, c'est tout simplement d'utiliser des produits pour bloquer l'exfiltration de sueur, par exemple. On a vu 700 ml de sueur qui sont exfiltrés 70 ans par jour. Eh bien, regardez la vidéo. Donc, pour les jeunes notamment qui utilisent beaucoup de déodorants, prenez des déodorants sans sel d'aluminium, sans alcool. Parce que le problème, c'est que ça va vous bloquer la transpiration. Les sels d'aluminium, d'ailleurs, vont migrer, vont créer à un moment donné le cancer du sein chez la femme, mais chez l'homme, ça va aussi avoir d'autres effets. Et donc, il est important eh bien, de ne pas bloquer la respiration. Et vous avez aujourd'hui des déodorants naturels qui ne contiennent pas ces produits-là. Les intestins, c'est également eh bien, un émonctoire très très important parce que le déséquilibre de la flore intestinale eh bien, va amener toutes sortes de dysfonctionnements, de porosité au niveau intestinal, des problèmes d'absorption au niveau des nutriments, des problèmes de fatigue chronique, etc. etc. Intestin-cerveau, alimentation et santé, un lien très puissant. Bon, il n'y a plus besoin de parler aujourd'hui de deuxième cerveau. On a même un troisième cerveau au niveau du cœur. Donc, ces cerveaux-là, nous devons les protéger. Parce que c'est la porte d'entrée royale pour que l'ennemi puisse complètement nous déconnecter. Vous avez aujourd'hui donc 100 fois plus de gènes dans le microbiote intestinal que dans le génome humain. 40 000 milliards de bactéries, presque autant que de cellules dans le corps humain, vivent dans l'intestin grêle et surtout dans le côlon. Donc la flore intestinale va affecter notre santé et un mauvais fonctionnement de la flore intestinale va avoir eh bien, des répercussions sur notre immunité, sur la manière dont on va fixer la synthèse des vitamines, dans le métabolisme, dans l'obésité, dans l'inflammation et dans l'autisme aujourd'hui. Ça, ce ne sont que quelques-uns des dysfonctionnements d'un mauvais microbiote ou d'une mauvaise flore intestinale. Et à un moment donné, trop c'est trop. C'est-à-dire que le canal pour expulser tout ça est bouché. Entre les médicaments, la nourriture toxique, l'habitat toxique, les métaux lourds et l'héritage que nous avons, puisque des études ont montré que uniquement, simplement par le cordon ombilical, lorsque la mère n'a pas fait de détox avant eh bien, de concevoir un enfant, les métaux lourds sont transmis via tout simplement eh bien, le cordon ombilical. Donc déjà, sans rien faire, le bébé naît en étant intoxiqué par la mère, parce que tout ça se transmet forcément. Alors le corps humain, lorsqu'on rentre dans un deuxième niveau, c'est quoi? C'est 10 systèmes, un système squelettique, musculaire, circulatoire, nerveux, respiratoire, digestif, urinaire, endocrinien, reproducteur et lymphatique. Le fait de bloquer l'un de ces systèmes, vous bloquez la machine. Et c'est également des protéines, des lipides, des glucides. Vous avez aujourd'hui 13 vitamines, vitamine A, B1, B2, B3, B5, B6, B8, B9, B12, vitamine C, D, vitamine K. Des minéraux, vous avez ici la liste, des oligo-éléments, certains se retrouvent dans les deux catégories. Vous avez des acides aminés, vous avez donc 8 acides aminés essentiels, 2 semi-essentiels et 10, donc en tout vous en avez 20, 10 non essentiels. Ces acides aminés sont cruciaux, très très importants. Mais vous avez également des enzymes que l'on a catégorisées en 6 parties. Ces enzymes vont permettre la bonne digestibilité des aliments.
Aujourd'hui, le gros problème, c'est que notre alimentation manque de fibres, manque d'enzymes, et donc la plupart des gens aujourd'hui digèrent mal et ont une mauvaise assimilation des nutriments. 22 neurotransmetteurs. Parmi ces 22 neurotransmetteurs, il y en a 6 principaux que vous avez ici, dopamine, sérotonine, vous avez GABA, glutamate, noradrénaline, acétylcholine et sérotonine. Ces neurotransmetteurs sont vitaux parce que autant, comme on l'a vu tout à l'heure, la dopamine est vraiment le neurotransmetteur qui fait que nous avons besoin de compenser et c'est ce phénomène de compensation. La sérotonine, elle, va permettre d'ancrer l'être humain, de nous ancrer dans le bonheur durable. Et aujourd'hui, nous sommes en carence de sérotonine. Nous pourrons voir également comment relancer toute la machine pour refaire, relancer toute la concentration de bons neurotransmetteurs. Quand vous regardez le cœur de la cellule, pourquoi c'est important? Parce que longtemps, et dans les années 1850, lorsque Darwin a écrit De l'origine des espèces, on pensait que l'être humain était composé de cellules, mais bon, une cellule, c'est pas grand-chose. Or, quand vous regardez à l'intérieur de la cellule, vous avez quelque chose d'une complexité incroyable, puisque une cellule contient un noyau, ce noyau contient 46 chromosomes, les chromosomes contiennent de l'ADN, l'ADN est constitué de 2 brins enroulés en spirale, les brins de l'ADN sont reliés par des bases, et les bases de l'ADN sont les unités d'information. Donc, tout cela est d'une complexité extraordinaire. Si on mettait les 46 brins d'ADN qui sont répartis sur les chromosomes d'un noyau cellulaire l'un derrière l'autre, eh bien, nous aurions environ 2 mètres d'ADN, 1,90 m par cellule. Par cellule. Or, nous en avons combien? Si on compte 60 000 milliards de cellules à raison de 2 mètres par cellule, eh bien, si nous mettions tous ces brins d'ADN ensemble, nous aurions 300 000 fois la distance de la Terre à la Lune. 300 000 fois la distance de la Terre à la Lune. C'est tout simplement énorme. Michael Denton, qui a écrit un ouvrage très intéressant, L'évolution, une théorie en crise, va décrire cela. Pour saisir la réalité telle qu'elle a été révélée par la biologie moderne, il faudrait agrandir la cellule encore 1 milliard de fois, jusqu'à ce qu'elle atteigne un diamètre de 20 km et ressemble à un aéronef géant, assez vaste pour recouvrir une grande ville comme Londres ou New York. On découvrirait alors un objet d'une complexité et d'une finalité adaptative sans pareille. À la surface de la cellule, on verrait des millions d'ouvertures comme des hublots, les hublots d'un vaste vaisseau spatial qui s'ouvrent et se ferment pour permettre la circulation d'un flux continu de matériaux entrants et sortants. Ça, c'est une cellule. Et donc, le but de l'ennemi, c'est également de perturber cela, de faire que les échanges entrants-sortants fassent rentrer ce qu'il ne faut pas et qui bloque ce qui doit rentrer. En pénétrant par l'un de ces orifices, on découvrirait un monde d'une complexité ahurissante, sous le règne d'une technologie très avancée. On verrait un réseau de couloirs et de conduits sans fin se ramifier dans toutes les directions à partir du périmètre de la cellule, certains conduisant à la banque de mémoire centrale du noyau, d'autres aux unités de traitement et aux chaînes d'assemblage. Le noyau lui-même serait une vaste chambre stérile de plus d'1 kilomètre de diamètre, semblable à un dôme géodésique. À l'intérieur, on discernerait des kilomètres de chaînes torsadées de molécules d'ADN bien empilées en rangées ordonnées. Le long des conduites, une grande diversité de matériaux bruts et de produits circulerait dans une ordonnance parfaite, allant vers les différentes chaînes d'assemblage des régions externes de la cellule ou en revenant. Nous serions les spectateurs d'un objet semblable à une immense usine automatiquement. Une usine plus grande qu'une ville est capable de remplir autant de fonctions que toutes les activités industrielles de l'homme sur la Terre. Ce serait cependant une usine dotée d'une capacité sans précédent, car elle serait capable de dupliquer sa structure sans précédent. Elle serait cependant une usine dotée donc d'une capacité, car elle serait capable de dupliquer sa structure entière en l'espace de quelques heures.
assister à une telle opération agrandie 1 milliard de fois serait un spectacle grandiose. Ça, c'est notre corps humain. Quand vous voyez comment c'est composé, la complexité avec laquelle eh bien, une simple cellule est faite. Je passe sur cette vidéo. Et l'ennemi a compris toutes les interactions de notre corps pour savoir que, en changeant l'eau, en touchant les cellules, en touchant les organes, etc., en changeant notre alimentation, tout cela va avoir une répercussion pour bloquer tout le corps entier. Mais ce qui est extraordinaire, c'est la capacité de régénération de notre corps. Prenons uniquement la langue, ce qui va générer notre goût. Eh bien, les cellules des papilles de la langue se renouvellent environ tous les 10 jours et les cellules de l'odorat tous les 3 mois. Donc, ça, c'est une grande nouvelle, une bonne nouvelle. Ça veut dire que notre corps se régénère et a la capacité eh bien, de changer nos papilles gustatives, de changer notre odorat. Encore faut-il que nous puissions lui laisser eh bien, du repos pour faire cela correctement, en coupant ce qui alimente la source de destruction. Les cellules de l'œsophage se renouvellent toutes les semaines. Les cellules de l'estomac destinées à fabriquer eh bien, le liquide gastrique pour la deuxième phase de digestion peut atteindre 1 année. On a un renouvellement. Les cellules du foie se renouvellent régulièrement, mais ont une durée de vie beaucoup plus longue que les globules rouges ou blancs et elles peuvent vivre jusqu'à 1 année et même jusqu'à 500 jours. Et le foie a la capacité de se régénérer. Les cellules du pancréas se renouvellent également. L'intestin, les cellules de l'intestin grêle se renouvellent très vite, tous les 2 à 5 jours. Chaque minute, 1 million de cellules sont renouvelées. Le côlon, qui est le laboratoire des déchets, eh bien les cellules du côlon, qu'on appelle les colocytes ou les colonocytes, se renouvellent tous les 4 à 6 jours. Les cellules de la peau ont une durée de vie de seulement 28 jours. Renouvellement de tellement de parties du corps. Il est donc important de comprendre comment fonctionne notre corps. Parce que notre corps est le temple du Saint-Esprit. Et le but de Dieu en créant le temple dans le désert, c'était d'établir sa demeure parmi le peuple. Dieu a toujours le même objectif. Dieu veut établir son sanctuaire, non plus dans un désert, non plus un sanctuaire mobile de cette façon-là, mais un sanctuaire mobile dans nos propres corps. Un sanctuaire qui soit établi à la gloire de Dieu, qui ne soit pas eh bien, la résultante de déchets et de déchets d'accumulation de toxines qui fassent qu'à un moment donné, eh bien, on n'arrive plus à entrevoir quel est le plan de Dieu pour nos vies. Parce que le gros problème que nous avons aujourd'hui, c'est que si nous n'arrivons pas à discerner la volonté de Dieu, alors que nous sommes arrivés à la fin des temps, eh bien, Satan aura réussi à nous neutraliser et à faire qu'un peuple eh bien, ne puisse réaliser ce que Dieu attend depuis 6000 ans. Mais heureusement, Dieu nous a fait déjà la promesse par avance que cela, il va le réaliser. Et un peuple va se lever, un peuple va permettre de démasquer les dernières cartes du diable et d'amener ceux qui sont en captivité à Babylone, ceux qui sont en captivité, peu importe cette captivité, qu'elle soit psychique, qu'elle soit physique, qu'elle soit mentale, qu'elle soit spirituelle, de sortir de ces prisons et de connaître une libération totale par Jésus-Christ. Ça, c'est le programme eh bien, que nous devons mettre en place déjà dans nos propres vies pour qu'ensuite nous puissions témoigner de ce que Dieu est capable de faire. Que Dieu nous vienne en aide afin eh bien, de nous accaparer de ses promesses.